Donc il y a 2 ans, bien, j'étais là pour discuter, vous présenter nos travaux très préliminaires sur le cil primaire et dans le cancer du rein, en espérant pouvoir ensuite appliquer cela au niveau du médulloblastome. Donc avant tout, il me faut vous présenter ce qu'est un cil primaire. Alors, vous pouvez voir, attendez, je teste, voilà. Donc le cil primaire, cette petite antenne qui est une antenne sensorielle qui est à l'extérieur de la cellule, de tout type de cellules, puisqu'il est présent dans pratiquement tous les types cellulaires. Il est composé d'une membrane plasmique, en fait, puisque sa structure principale est composée d'axonèmes qui, eux, sont une structure composée de microtubules. C'est un peu la colonne vertébrale qui va se construire pour former le cil primaire et se déconstruire pour faire disparaître le cil primaire. Et ces axonèmes se construisent sur ce qu'on appelle des basal bodies qui vont servir de plateforme de nucléation des axonèmes et qui eux-mêmes dérivent des centrioles. Alors, ce cil primaire est en fait un senseur extracellulaire qui va capter un peu ce qu'il se passe dans le micro-environnement. Alors, c'est relativement récent, toutes les études maintenant sur le cil primaire. Et en fait, au niveau du cancer, il y a un petit peu deux dogmes qui se confrontent. Le premier, c'est que donc, le cil primaire est très impliqué dans le cycle cellulaire et que dès lors que ce cil primaire va disparaître dans une phase qui est une phase de contrôle du cil primaire, eh bien on perd le contrôle du cycle cellulaire, la machine va s'emballer et ce qui va permettre aux cellules cancéreuses de proliférer. Mais il y a une autre phase et une autre fonction dans ce cil primaire, c'est de véhiculer des voies de signalisation, et vous en avez entendu parler par Olivier, que sont Hedgehog, Wnt et PDGF. Et ces voies qui vont être dérégulées via le cil primaire vont également permettre progression et prolifération tumorale. Donc on a un petit peu deux antithèses qui ne sont pas forcément si antithèses que ça, et on peut parfois retrouver ces deux fonctions dans un même cancer. Donc, ce que nous avons pu démontrer ces 2 dernières années, donc tout récemment, eh bien, dans le cancer du rein, c'est que le cancer du rein est une ciliopathie. Et dans du tissu normal, on retrouve des cellules de l'ordre de 50 à 85% des cellules qui vont présenter un cil primaire. Puisque c'est une ciliopathie, on a trouvé 3 groupes qui présentent des expressions différentielles de 2 marqueurs que sont GLI1 et IFT20, donc plus-moins, moins ou moins d'expression, plus d'expression et plus d'expression de celui-ci. Et dans ce cas de figure, eh bien, on n'a plus de cil primaire. Et ça, on a pu montrer une corrélation avec la protéine sur laquelle je travaille depuis des années, qui est VDAC et sa forme clivée. Mais de façon étonnante, on a pu remarquer un 4e groupe, qui est celui-ci, qui présente des marquages de GLI1 plus et une présence de IFT20 plus dans 8 à 18% des cas. Et cette combinaison eh bien, permet de montrer une réexpression du cil primaire dans une ciliopathie, et ceci en corrélation avec une absence de la forme clivée de VDAC. Et donc, ce que nous avons pu démontrer, parce que le cancer du rein est un cancer un peu particulier, c'est que la signalisation hypoxique va engendrer la forme clivée de VDAC1 et entraîner une absence du cil primaire. Et en absence de la forme clivée de VDAC, eh bien, nous avons présence du cil primaire. Alors, est-ce que c'est si important que ça? Eh bien oui, puisque les groupes qui présentent ce cil primaire, comme vous pouvez le voir en rouge ici, eh bien, ont une survie 2 à 3 fois moins importante que les patients qui ne présentent pas de cil primaire. Donc, c'est vraiment très, très important. Et donc, ce que nous proposons, nous avons déposé 2 brevets et nous sommes maintenant en collaboration avec la SAD. Donc là, on passe de la recherche fondamentale et on essaie de se diriger vers la clinique, ce qui n'est pas toujours facile pour un chercheur. Et donc, nous sommes épaulés par la SAT, et ce que nous proposons, c'est une classification des patients, une classification plus classique, puisque quand on peut voir une invalidation ou une absence de marquage de l'un ou l'autre des gènes que je vous ai présentés auparavant, donc GLI et IFT20, la présence de la forme clivée de VDAC et une absence du cil primaire, eh bien, ces patients ont un bon pronostic et ils sont sensibles au sunitinib. On peut donc
continuer à les traiter de la façon la plus classique, soit 80% des patients. Par contre, ce que l'on propose, c'est une deuxième classification des patients qui, eux, ne présentent une forte expression des deux gènes, une absence de VDAC clivé et la présence active du cil primaire. Et on a pu voir que ces patients, en fait, meurent plus rapidement parce qu'ils sont résistants à la première ligne de traitement. Et on propose que ce qu'on a pu détecter, c'est que ces patients pourraient être plus sensibles à l'immunothérapie. Donc on en est là à ce stade-là, mais vous me direz, ça reste du cancer du rein, on est un peu loin du cancer pédiatrique. Eh bien non, puisque le cancer du rein peut toucher également les enfants, puisqu'on appelle ça un néphroblastome, que c'est une tumeur qui est relativement fréquente, puisqu'un enfant sur 10 000 est diagnostiqué, qu'elle se déclare entre 1 et 5 ans, que les néphroblastomes sont associés à des malformations. Heureusement, le taux de guérison est de 90%, mais il reste toujours 10% des enfants qui n'ont pas cette chance-là. Est-ce que le cil primaire est impliqué? C'est quelque chose que nous aimerions savoir. Et il y a à peu près une centaine de cas qui est déclaré par an en France. Le méduloblastome, Olivier vous l'a présenté, donc on détecte 150 nouveaux cas en France. C'est un cancer pédiatrique, 40% sont diagnostiqués avant l'âge de 5 ans. Et il y a ces fameux 4 groupes, WNT, HEDGEOG, groupe 4 et groupe 3. Je les ai inversés, groupe 4 et groupe 3, en fonction en fait de l'agressivité de la maladie. Vous pouvez voir que le pronostic est bon pour WNT et intermédiaire pour le groupe HEDGEOG, mais pour le groupe 4, on est encore intermédiaire et le groupe 4 est vraiment le groupe le plus agressif. Les stratégies thérapeutiques courantes, alors je ne suis pas médecin, mais je vous ai mis ici ce que l'on peut le plus schématiquement possible. Elles vont dépendre de l'âge, du niveau de risque. Ça va commencer par une chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la récurrence, avec toujours ces groupes 4 et 3 qui sont beaucoup plus agressifs, avec une survie relativement faible pour le groupe 3. Et donc, on a vraiment besoin d'une thérapeutique générale et efficace. Le cil primaire et le méduloblastome, on y arrive. Donc le cil primaire est nécessaire pour la différenciation du cérébellum et également pour la prolifération des progéniteurs granulaires, comme on peut le voir ici, qui vont se transformer en neurones granulaires. Et ce cil primaire va être important pour la transmission cilaire du signal HEDGEOG, comme on peut le voir ici. Maintenant, voilà notre hypothèse de travail. Qu'en est-il du cil primaire au niveau du méduloblastome? Vous pouvez voir que la localisation des différents groupes est différente au niveau du cerveau. Et notre hypothèse, puisque, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais mon background, c'est l'hypoxie. Donc, l'hypoxie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des variations de concentration en oxygène, particulièrement au niveau tumoral. Et notre hypothèse de travail, c'est que ces différences de localisation au niveau du cérébellum, ces différents groupes vont être assujettis à des variations différentes de concentration en oxygène. Et là, on a essayé de superposer un petit peu les différentes arrivées de vaisseaux et donc d'oxygénation. Et ce que l'on propose, c'est que les groupes qui sont ici, Sonic HEDGEOG et WNT, pourraient être plus normoxiques, avec plus d'oxygène, que ces groupes, groupe 4 et groupe 3, qui pourraient être plus hypoxiques. C'est encore du niveau du préliminaire pour le moment. Et donc, nous proposons de regarder les variations de pourcentage de cellules ciliées dans un contexte hypoxique et de regarder si cette signature que l'on a pu voir au niveau du cancer du rein pourrait s'appliquer au niveau du méduloblastome en regardant donc GLI1-IFT20 et regarder au niveau du cycle cellulaire et des voies HEDGEOG. Et regarder quel serait l'impact sur la prolifération et la progression tumorale. Alors pour cela, notre équipe est beaucoup plus petite. Nous avons Julie Contanti qui est médecin urgentiste et qui est en train de faire sa thèse sur ce travail. Et nous avons appelé en renfort Yingbo Guo qui est Master 2 chinois et qui nous arrive de Wuhan. Ne vous inquiétez pas, il était là en septembre-octobre. Donc ces diapos ne sont absolument pas contaminés par le coronavirus. Et donc nous avons, voilà, c'est notre force vive au niveau de la compréhension du cil primaire dans le méduloblastome.
Notre idée est de travailler sur 3 concentrations en oxygène différentes. La première, 21%, c'est celle que vous respirez, c'est celle que tout le monde utilise dans le laboratoire, c'est la concentration normale. Nous avons décidé de travailler à 6%, puisque aucune partie de notre corps n'est sujet à du 21%. Les tissus sont beaucoup plus bas en concentration, donc c'est ce qu'on a appelé la physioxie, qui est estimée approximativement à 6% au niveau du cérébellum, et une hypoxie tumorale de l'ordre de 1%. Nous allons tester 2 groupes différents, bien sûr les groupes les moins agressifs versus le groupe plus agressif. Et ce que nous avons montré dans le cancer du rein, c'est que la forme clivée qui va donc générer du cil primaire ou pas, est dépendante de IFA-alpha, le facteur impliqué dans l'hypoxie, de P53, mais également de P73. C'est pour ça qu'on a choisi de regarder P53 wild type versus muté. Et ce que nous avons pu montrer, c'est que cette forme clivée qui va donc jouer sur le cil primaire est indépendante de IF2, le deuxième facteur de transcription impliqué dans l'hypoxie. On va regarder donc s'il existe une superposition de ce que nous avons obtenu dans le rein avec le méduloblastome, l'impact de l'hypoxie sur le pourcentage de cellules ciliées, la présence de VDAC et le pourcentage de cils primaires en fonction des groupes, prolifération, agressivité, métabolisme. Donc je vais vous montrer quelques résultats préliminaires. Là, c'est la superposition que nous avons faite avec nos 2 gènes IFT20 et GLI1 au niveau d'une cohorte de 763 patients. Et en utilisant uniquement GLI1 et IFT20, on n'a pas été en mesure véritablement de séparer, comme on le voulait, les 4 groupes que je vous ai présentés auparavant. Mais cependant, en y additionnant un 3e gène, nous avons été en mesure de complètement séparer les 4 groupes, groupe 3, groupe 4, Sonic Hedgehog et Wnt, comme vous pouvez le voir ici, avec uniquement 3 gènes. Et donc, actuellement, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est quelle est la corrélation entre ce pattern qu'on a pu dévoiler avec le cancer du rein et le lien avec ce 3e gène. Venons-en maintenant aux différents groupes. Donc, ce sont des résultats préliminaires. Donc, on regarde le groupe Sonic Hedgehog avec une lignée cellulaire qui s'appelle DAOI, qui est mutée au niveau de P53, mais qui est P73 wild type. Et on peut voir ici une forme clivée de VDAC1 dans des conditions d'hypoxie tumorale. IF1 est présent, pas de IF2 présent. Et on peut voir voilà, le petit cil primaire. Eh bien ici, on a à peu près 25 à 30% des cellules qui vont présenter ce cil primaire. Et en hypoxie, on n'a absolument plus de cil primaire. Et de même, nous avons pu corréler ça avec cette signature, GLI1 et IFT20, et nous proposons que dans les conditions de normoxie 21%, eh bien, on a cette signature GLI+, IFT20+, alors que dans les cas d'hypoxie, eh bien, on change cette signature. Et c'est ce qu'on avait vu, effectivement, avec le cancer du rein. Donc, on a quelque chose de similaire. Donc, parfois, ce que l'on peut voir d'un cancer peut éventuellement s'appliquer sur un autre cancer dans une certaine limite. Maintenant, qu'en est-il du groupe 3, donc le plus agressif? On a utilisé pour cela les HDMB03 qui sont P53 wild type. Eh bien, on n'a absolument pas vu de forme clivée, mais il s'avère qu'elles ne sont pas IF1 dans des conditions d'hypoxie, mais uniquement IF2. Rappelez-vous, on a montré que la forme clivée était uniquement dépendante de IF1 et pas du tout de IF2. Et vous pouvez voir que dans ce cas de figure, quelle que soit la concentration d'oxygène qu'on va utiliser, le 21, le 6 ou le 1%, il n'y a pas de variation au niveau de la quantité de cils primaires et la signature ne change absolument pas. Donc on peut véritablement corréler notre signature, tout au moins avec ce modèle-là, et la corréler avec la présence ou non du cil primaire. Donc, je vous avais dit, il n'y a que IF2 dans cette lignée, il n'y a pas de VDAC clivé et donc on n'a pas de différence au niveau du pourcentage de cellules ciliées. Donc, je finirai sur ces résultats préliminaires. On est en train de travailler sur la connexion entre le gène 1 et le gène IFT20 et GLI1. Il existe des inhibiteurs qui sont déjà connus pour le gène 3 et qui sont utilisés en clinique pour d'autres types de maladies. Donc on est en train de les tester pour voir s'il y a un impact au niveau du méduloblastome. Dans certains cas, oui. Dans le contexte physioxie et hypoxie, eh bien, on essaye de voir si
il y a une grosse différence déjà entre le 21% et le 6%, le 21% étant ce que tout le monde utilise en laboratoire. Et ce qu'on voudrait voir, c'est est-ce qu'on a raison de travailler à 21% et pas plutôt à 6% ou un autre pourcentage. Et on s'est rendu compte que certaines lignées cellulaires étaient préférentiellement, enfin, avaient un meilleur métabolisme, une meilleure prolifération à 6%. Donc notre hypothèse n'est peut-être pas complètement ridicule. Qu'il existe donc une corrélation au niveau de ce que nous avons montré précédemment dans le cancer du rein et le méduloblastome. Et nous sommes en collaboration avec, donc on n'est pas tout seul, notre équipe n'est pas complètement toute seule, en collaboration avec Célio Pouponneau, à Curie, et Hélène Castel-Gandolfo sur Rouen. Et voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans l'équipe 5 du C3M, et la microscopie électronique qui est un point important dans le travail que l'on fait sur le cil primaire avec Sandra Lacagervais, l'imagerie avec Marie Rondel, les gens du CSM, Maëva, Julien et Gilles, et puis les cohortes lesquelles nous avons pu avoir accès pour le rein. On aimerait bien maintenant avoir accès à des cohortes aussi nombreuses pour le méduloblastome. Et bien évidemment, nous remercions nos sponsors, le plus important étant bien évidemment la Fondation Flavien. Je vous remercie. Merci Nathalie pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais, Vincent. Bah attends, comme ça vous passez le micro après. Merci, très intéressant. Le cil primaire est un composant majeur de la cellule, impliqué dans la migration, la prolifération, la signalisation, comme vous l'avez indiqué. Il y a toujours une chose qui m'a intrigué, c'est qu'il y a beaucoup de ciliopathie chez l'enfant, il y a beaucoup de maladies du cil primaire, et que finalement, les enfants qui sont porteurs d'anomalies du cil primaire développent peu de cancer. C'est vrai. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a intrigué, ça. Est-ce que c'est parce qu'ils décèdent trop tôt? Est-ce que vous avez une hypothèse là-dessus? Ou est-ce que les anomalies du cil primaire qui donnent lieu à ces ciliopathies ne touchent pas les mêmes protéines ou les mêmes gènes que celles que vous voyez? Je vais certainement vous décevoir, mais c'est vrai que ça fait que 2 ans qu'on est rentré dans le monde du cil primaire. C'est un monde que je n'avais même pas envisagé aussi vaste et aussi compliqué. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Pourquoi? Et pour le moment, je n'ai pas encore de réponse, je n'ai pas encore d'hypothèse, mais c'est vraiment quelque chose auquel on essaye d'apporter quelques réponses. Certains m'ont dit, est-ce que vraiment le cancer est une ciliopathie? C'est discutable. Le fait de ne pas avoir de cil primaire, est-ce que vraiment ça en fait une ciliopathie? Est-ce que c'est un abus de langage que l'on va faire ou des choses comme ça? J'avoue que je ne sais pas encore. J'espère pouvoir vous donner une réponse un petit peu plus claire dans les prochaines années. Merci Nathalie pour cette présentation. Concernant ton hypothèse d'un lien entre hypoxie, cil primaire et groupe de méduloblastome et tissu d'origine dans lequel émerge la pathologie, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça au moment où la tumeur commence à se former, une différence de niveau d'oxygène va avoir une incidence sur cette tumeur, ou alors au moment où la tumeur est formée, selon l'endroit où elle est formée, ça va avoir une incidence sur la présence ou pas de cil primaire et donc sur l'agressivité éventuelle? Très bonne question. Nous, pour le moment, on voit notre hypothèse dans la tumeur est formée et comment le micro-environnement va pouvoir interagir et moduler la réponse de chacun de ces groupes-là. Mais ce que l'on sait, c'est que la tumeur est la plus hypoxique. Je ne parle pas du méduloblastome, dans le domaine de l'hypoxie. La tumeur, le moment où elle est le plus hypoxique, c'est quand elle est la plus petite, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore les vaisseaux. C'est là qu'elle est véritablement hypoxique. Ensuite, l'hypoxie va attirer les vaisseaux et c'est toute une dynamique qui va se créer entre j'appelle pour avoir des vaisseaux, j'ai mes vaisseaux, je suis moins hypoxique et je peux proliférer plus et donc je me retrouve hypoxique. Pour le moment, on va déjà essayer de comprendre si véritablement l'hypoxie va avoir un rôle différentiel au niveau des groupes. Et par la suite, oui, ce serait super intéressant de savoir si l'hypoxie per se va avoir une influence sur le développement des 4 différents groupes. On n'est que 2, enfin 2. On n'est que 2,5. On va être obligé d'y aller tout doucement, mais pour le moment, on prend vraiment l'hypoxie dans la tumeur déjà développée. Mais c'est une très bonne question.
Nathalie, est-ce que tu as essayé de les challenger avec des drogues couramment utilisées en Corsero? On a commencé justement avec le Gen 3. Et effectivement, on commence à voir des choses intéressantes, des groupes qui vont répondre préférentiellement en hypoxie versus la normoxie. Donc oui, il y a des challenges là-dessus qu'on a pu voir, effectivement. Est-ce que c'est une réponse oui/non pour le cil primaire, c'est-à-dire présence ou non du cil primaire, ou il peut y avoir des cils qui sont incomplets, non fonctionnels, qui pourraient créer tout un range d'agressivité un peu pour aller dans le sens d'Olivier. Ouais. Donc voilà. C'est y a moyen de voir toute la ça. complexité. C'est que nous, pour le moment, nos marqueurs nous permettent de dire c'est présent ou c'est absent. Maintenant, on n'a pas encore été plus loin à savoir, il est présent certes, mais il est actif ou il est inactif. Dans le rein, on a effectivement une réexpression de ce cil, mais on ne sait pas s'il est actif, mais toujours est-il que les patients qui présentent ça meurent 2 à 3 fois plus rapidement. Donc on pourrait supposer qu'il se passe quelque chose. L'idée, bien évidemment, c'est faire du single cell derrière tout ça pour essayer de comprendre dans la globalité, si tu n'as que 20% des cellules qui présentent ce cil primaire, pourquoi ça en fait une tumeur beaucoup plus agressive. On n'est pas encore aussi avancé que cela dans le méduloblastome. Et pour le moment, il y a tellement de choses qui vont définir qu'un cil est actif ou pas, son angle, la taille et les voies de signalisation, tout ça, c'est... Et j'ai cru voir dans tes cellules HDMB03 du IF2 en basal. Et tu expliques ça comment? Alors, ça fait partie encore des corrélations qu'on a eues avec le cancer du rein, parce que tu sais qu'il y a des cancers du rein qui n'expriment que du IF2, certains IF1, IF2. Et là, on s'est retrouvé avec du IF2 basal, et pourtant tu sais à quel point on fait attention à ce que nos conditions de normoxie soient vraiment que normoxiques. Et il y a quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des inactivations de VHL dans ces cellules? Allons voir, c'est une possibilité. Et je pourrais même te surprendre sur une autre lignée cellulaire qu'on a testée. On a trouvé ni IF1 ni IF2. Et là ça me puzzle. Même en hypoxie surtout en hypoxie. Ça me puzzle beaucoup plus. Donc, je suis persuadée que une des clés, de mon point de vue, bien évidemment, chacun a sa clé, mais une des clés se trouve dans la présence ou l'absence de IF1 et ou de IF2, qui va driver la deuxième clé qui est VEDAC, qui va driver la troisième clé qui est le cil primaire. Ça fait beaucoup de clés, mais je pense que c'est toutes les clés qu'il faut, tous les verrous qu'il faut justement les uns après les autres faire tomber. Ok, merci encore Nathalie.